Merci d'écouter les technos. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast si ce n'est pas encore le cas. Dans cet épisode, Aurélien nous présente un projet aussi colossal que stratégique de liaison fluviale entre le bassin de la Seine et les réseaux navigables d'Europe du Nord, la Belgique, Pays-Bas ou encore l'Allemagne. Pour en parler, Aurélien est parti à la rencontre de Jérôme Dezobry, le directeur général de la Société du Canal Seine-Nord Europe. Cette société, dont le siège est basé à Compiègne, est chargée de concevoir, financer et réaliser ce canal. La Société du Canal Seine-Nord Europe a un conseil de surveillance présidé par Xavier Bertrand, et ce conseil de surveillance réunit les collectivités qui financent le projet, le département du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise et de la Somme, la région Hauts-de-France, ainsi que la région Île-de-France, l'État français et la Commission européenne. Car ce projet est d'abord un projet européen, un projet transfrontalier entre la France et la Belgique. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et merci de me recevoir à la Maison du Canal à Compiègne, donc qui est un peu le cœur névralgique de ce grand chantier dont on va parler, qui est le canal Seine-Nord Europe. Très très heureux d'accueillir les technos ici à Compiègne et de mettre en valeur ce grand projet de décarbonation des transports, et en plus un projet franco-belge, et donc si je ne me trompe, comme les technos. Exactement. Donc c'est très bien de pouvoir mettre en valeur un projet d'infrastructure qui vise à relier la Seine à l'Escaut par un projet de transport fluvial, le transport fluvial étant le transport qui émet le moins de CO2 pour le transport de fret. Et donc, l'objectif, c'est justement de pouvoir ramener, que les péniches qui arrivent au port d'Anvers ou à mer du Nord puissent desservir le bassin parisien ? Alors, c'est aussi que les bateaux qui arrivent au Havre et les péniches qui partent du Havre puissent remonter aussi, puisque ça ira dans les deux sens. Alors, c'est quoi ce projet et pourquoi ? Le canal Seine-Europe, c'est un nouveau canal de 107 km entre Compiègne et Cambrai. Mais c'est pas le projet du canal Seine-Nord-Europe que porte l'Europe, c'est le projet Seine-Escaut. C'est un projet global du Havre à Dunkerque, Anvers et Liège. Et ce projet global, il vise à faire un réseau efficace en termes fluvial. Et donc c'est bien des constructions, des rénovations d'écluses qui sont réalisées sur la Seine, qui sont réalisées dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique. Et au centre, le maillon manquant entre ces deux réseaux, c'est le canal Seine-Nord Europe. C'est 107 km qui vont réunir ces deux réseaux au nord et au sud, des réseaux donc rénovés et agrandis grâce au soutien de l'Europe et de l'ensemble des financeurs. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un canal aujourd'hui. Oui. Et c'est assez intéressant de voir que la région Hauts-de-France s'est réindustrialisée ou industrialisée à l'orée de chaque siècle par la construction d'un canal. Au début du 19e siècle, ça a été le canal de Saint-Quentin. Mais son gabarit s'est révélé trop petit. Et donc, dès la fin du 19e siècle, il y a eu un projet de nouveau canal qui a été le canal du Nord. Alors, hélas, notre région a été impactée par des guerres très importantes, et vous le savez, en particulier la Première Guerre mondiale. Donc ce projet, même s'il a commencé au début du 20e, il a été arrêté. Et il n'a repris qu'après la Seconde Guerre mondiale, et ce canal du Nord a été ouvert en 1965. Donc, mais c'était déjà un canal obsolète, puisqu'il avait été conçu au 19e siècle. Ce canal du Nord, il revêt 19 écluses, 2 tunnels. Il a été conçu comme on le faisait à l'époque, sans forcément respecter l'environnement. Et donc, dès les années 70, il y a eu l'idée de faire un nouveau canal avec un grand gabarit. Pourquoi le grand gabarit ? Et c'est quoi en fluvial ? Parce que c'est vrai qu'on connaît assez peu finalement le fluvial, à part dans le nord de l'Europe. Le grand gabarit, c'est des bateaux qui peuvent emporter à partir de globalement 1100-1500 tonnes. Et donc, c'est plusieurs dizaines de camions. Aujourd'hui, par exemple, sur le canal à Compiègne, on a des péniches qui transportent, du sable, par exemple. C'est quel tonnage ? Alors, à Compiègne, justement, elles peuvent aller jusqu'à globalement des 110 mètres de long au plus grand, 80 mètres plus de manière récurrente. Ça peut aller jusqu'à 1100-1500 tonnes. Sauf que ça va s'arrêter un petit peu plus loin à Noyon. D'accord. Parce qu'à partir de Noyon, à une vingtaine de kilomètres d'ici, c'est le canal du Nord qui a un gabarit trop petit. Les écluses sont trop petites, il y a ces tunnels, le tirant d'eau n'est pas suffisant. Puis les écluses ne doivent pas être assez longues. Voilà. Donc exactement, donc les écluses font 90 mètres globalement, donc le gabarit est trop petit. Donc quand le gabarit est trop petit, le transport n'est pas compétitif. Et donc les acteurs économiques se tournent vers la route.
C'est ce qui se passe sur ce corridor. Mais on le voit, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique, dès que le gabarit est grand, les chargeurs utilisent la voie d'eau parce qu'elle est fiable, parce qu'elle émet moins de CO2, et puis parce qu'elle permet des coûts pour des gros transports, des céréales, des engrais, mais aussi des containers, des coûts intéressants et surtout une fiabilité pour les acteurs économiques. Donc voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un gabarit, une autoroute fluviale. Donc souvent l'exemple qu'on prend, comme vous donniez l'exemple de Compiègne, aujourd'hui le réseau fluvial, c'est comme si on prenait l'autoroute quand on sort de Paris, et puis tout à coup au péage, on arrive sur une route communale, et après au péage à Lille, à nouveau on a une autoroute, et ça marche pas. Donc là l'idée c'est de faire une autoroute cohérente du Havre à Dunkerque, à Anvers et à Liège. On supprime le goulot d'étranglement. Exactement, c'est le terme exact utilisé par l'Europe pour les 5 grands projets qu'elle finance, c'est supprimer des goulots d'étranglement. Alors si on a le droit de faire un peu d'anglais, les bottlenecks, comme ils les appellent. Et donc on est dans ce club des 5 grands projets qui visent à faire sauter les goulets d'étranglement, donc ferroviaire ou fluvial, pour pouvoir avoir des transports décarbonés compétitifs. Donc c'est un projet colossal, on va en parler, mais c'est sûr que sur ces 107 km, il faut élargir, approfondir, traverser la Somme, traverser des autoroutes, traverser plein de choses. Il faut aussi des écluses, des ouvrages d'art qui sont à la hauteur et à la grandeur du projet. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un aperçu technique des grands enjeux technologiques que ce projet va rencontrer? Alors, avant de venir au canal et à ces enjeux techniques, on peut déjà aussi brosser l'ensemble technique du réseau Seine-Escaut, puisque le but, c'est bien de faire un réseau Seine-Escaut et montrer qu'en fait, nos prédécesseurs ont déjà fait des exploits techniques extraordinaires et qui montrent leur effectivité. Alors, en particulier en Belgique, il y a déjà des écluses au gabarit suffisant. Ils ont même fait des ascenseurs à bateau, notamment l'ascenseur Strépitieux, en effet. Et le plan incliné de Ronquière. Et le plan incliné de Ronquière, qui permet de faire passer des bateaux de 110 mètres de long. Sur la Seine aussi, on a fait des exploits, parce que déjà, on a, entre guillemets, dompté la Seine par ces barrages qui permet de réguler le niveau d'eau, parce que ça paraît pas évident, mais en France, on arrive très bien à réguler les niveaux d'eau, d'accord, et des écluses, dans le cadre du réseau Seine-Escaut, ont été rénovées, agrandies, d'accord, notamment l'écluse de Méricourt, qui a été récemment inaugurée en présence de la Commission européenne. Donc sur tout le réseau Seine-Escaut, il y a déjà des infrastructures importantes. Donc sur ce goulet d'étranglement, sur le canal du Nord, alors, nos prédécesseurs, en effet, avaient déjà fait des exploits techniques, que ce soit en déplaçant des terres importantes, en faisant des tunnels. C'était posé à l'époque, déjà au début du projet, dans les années 90-2000, est-ce qu'il est pertinent plutôt d'agrandir le canal du Nord plutôt qu'en faire un nouveau ? Ça a été mis en enquête publique et finalement il a été décidé d'en faire un nouveau parce que le canal du Nord, on l'a déjà dit, était obsolète en particulier environnementalement et notamment dans la traversée de la Somme. Donc alors, pourquoi je parle de cette traversée de la Somme ? Parce que ça sera un des ouvrages emblématiques du canal Seine-Nord. On va réaliser un pont-canal. Alors, un pont-canal qui va passer au-dessus de la vallée de la Somme, qui va permettre d'éviter les impacts environnementaux dans cette vallée extrêmement riche, puisqu'il n'y aura que les piles, d'accord ? Alors, tandis que nos prédécesseurs, eux, passaient dans la vallée de la Somme en ayant détourné le cours de la rivière, du fleuve Somme. Donc, un pont-canal, pour bien expliquer les choses, on met une écluse au départ, on monte les bateaux sur un pont, on met de l'eau dans le pont et les péniches avancent donc, en effet, sur le pont. Exactement. Donc, les péniches vont passer à 25 mètres de hauteur sur un pont-canal qui va faire 1330 mètres de long. Alors, il n'y en a pas d'aussi long en Europe. Il y en a d'autres. Encore une fois en Belgique. En Belgique, le pont-canal du Sar, par exemple. Il y en a aussi en Allemagne, le pont-canal de Magdebourg. Mais là, en effet, ce sera le plus long. Et qui a été conçu, qui est en cours de finalisation de conception, et qui devrait, dans les travaux, devrait démarrer en 2026, puisqu'on arrive au bout de cette procédure de consultation pour choisir le constructeur de cet ouvrage important, et tout ça toujours en respectant strictement l'environnement et les lieux importants. Alors peut-être d'autres ouvrages importants. Donc il y a aussi les écluses. Alors ça m'intéresse beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des petites subtilités que j'aimerais bien comprendre. Alors en effet, il y a une subtilité sur la gestion de l'eau, parce que l'objectif a été d'être économe en eau et économe en énergie. Alors, c'est quoi une écluse ?
Ça peut paraître... faut toujours quand même rappeler un peu à quoi ça sert. Une écluse, c'est un ascenseur qui va permettre de faire monter un bateau uniquement par l'eau. D'accord ? Donc on va remplir une baignoire, qui va permettre au bateau de passer d'une hauteur A à une hauteur B plus haute. Donc c'est ce qu'on appelle le sas. Donc c'est là où on va remplir d'eau les écluses. Donc déjà, la conception du sas, elle va être un peu particulière. Elle va avoir parce qu'on a un objectif qu'on ne perde pas trop de temps aux écluses, parce que c'est là qu'on perd du temps. Donc sur le canal, il y a 6 écluses, plus une, j'y reviendrai, 6 écluses, mais 6 écluses vraiment sur le canal Seine-Nord-Europe. Ces 6 écluses vont ce qu'on appelle une hauteur de chute, donc la différence entre l'hauteur A et B, qui va de 6 mètres jusqu'à 25 mètres 71. C'est énorme. Donc c'est un volume d'eau énorme. C'est extrêmement important. Alors il y a des écluses similaires. C'est pas un record ni d'Europe ni du monde. Hein. Il y a des écluses similaires, mais ici on a essayé de les concevoir pour qu'elles consomment le moins d'eau possible et qu'elles soient les plus agréables entre guillemets à utiliser. Alors un des premiers challenges techniques, ça a été d'être capable de les remplir et de les vider rapidement sans créer trop de remous. D'accord ? Parce que j'imagine bien que si vous remplissez 25 mètres fois 110 mètres et que vous le déversez dans la partie B, dans la partie basse, ça peut faire des... Voilà. Alors même nous, si on est adapté au plus grand gabarit possible, donc 180 mètres, donc en fait elles font... Ouais, donc 180 mètres fois 25 mètres, ça fait quelques mètres cubes. Voilà, 180 mètres sur 12 mètres de large. Il faut réussir à les remplir rapidement. Et donc pour les remplir rapidement, on a fait... tous les modèles qu'il y a aujourd'hui, c'est numériques et expérimentaux. Donc on a fait des modèles réduits, d'ailleurs, avec nos amis belges du service public de Wallonie et aussi des spécialistes flamands dans le domaine. On a fait des modèles réduits pour veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de remous dans ce qu'on appelle dans le sas, parce qu'il y a des petites péniches aussi qui peuvent prendre et qui pourraient être très remuées. Très rapide. Lorsqu'on remplit très vite une très grande quantité. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est qu'une péniche passe toute écluse en moins d'une demi-heure. C'est ça, elle arrive, les portes s'ouvrent, elle avance, le sas se remplit, elle monte, la porte aval s'ouvre et elle part. Une demi-heure. Ça fait qu'en fait, il faut être capable de vider ou remplir, globalement, une piscine olympique toutes les 30 secondes. Donc ça aussi, ça a été testé par des modèles réduits et numériques, des modèles numériques hors normes, puisqu'il fallait parfois entre 24 et 48 heures de calcul pour tester tout ça. Et donc, ça a permis de concevoir au mieux. Donc c'est les sociétés d'ingénierie qui sont en contrat avec la Société du Canal qui ont fait ça, notamment Aegis qui est en charge de ça, avec aussi d'autres sociétés, Ingérop ou autres qui les accompagnent. Donc concrètement, il y a différents types d'écluses, certaines qu'on va remplir par le fond, ce qu'on appelle par le radier perforé. Donc, c'est comme si on remplissait sa baignoire par le fond. D'autres qu'on va remplir sur le côté. D'accord. Ce qui permet aussi de faire des excavations et de moins importantes. Donc, tout ça a été testé et va être donc désormais construit, puisque il y a une première écluse qui est en construction, mais la première très grande écluse sera en construction à partir de 2026, l'année prochaine. Je crois qu'une piscine olympique, c'est de l'ordre de 2000 mètres cubes. Donc vous disiez une piscine de 2000 mètres cubes en 30 secondes, c'est ça. Sans faire de remous, c'est sûr que c'est du challenge. Ouais. Donc c'est un challenge très très fort, et donc et tout ça a été conçu dans le respect du confort, et on l'a dit aussi de l'économie d'énergie. Et de l'économie d'eau. Ouais, l'économie d'eau, dans le cadre d'une écluse, vous expliquez, je voudrais bien comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie d'eau dans le cadre d'une écluse ? Parce que finalement, on remplit par de l'eau qui est en haut et on la vide en bas. Alors, Aurélien, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des subtilités. Et la subtilité, c'est ce qu'on appelle les bassins d'épargne. Donc, les bassins d'épargne, c'est des bassins, des baignoires, pour faire simple, très grandes, de 200 mètres de long, qu'on a mis sur le côté de chaque écluse, des plus grandes écluses. Et le principe est simple, c'est que au lieu de vider l'eau en aval, d'accord, dans le point bas, donc quand l'aval est plus bas, on va mettre l'eau sur le côté, dans ces baignoires. En tampon. On va faire des stocks tampons, exactement, qui uniquement par gravité, donc pas de consommation d'énergie, vont permettre de remplir ou vider l'eau du sas. Donc, ce qui fait que l'eau est recyclée dans le sas, elle n'est pas perdue en aval. D'accord. Et donc ça, on peut le faire. Donc on a 3, mais pour les plus grandes écluses, 4 bassins d'épargne
qui sont sur le côté, qui permettent donc de mettre l'eau sur le côté, de les remplir ou de les vider au fur et à mesure, ce qui permet, donc si on fait un peu de physique, il y a la dernière lame tout en haut qu'on perd. Donc en gros, on en perd au maximum un cinquième. Et donc il y a des pompes aussi. Alors, deuxième, mais puisqu'on remplit et on vide par gravité ces bassins d'épargne, on ne consomme pas d'énergie. D'accord ? Et là, je pense aussi qu'il faut parler de la conception, de la gestion de l'eau du canal Seine-Nord, qui a été vraiment une préoccupation pendant l'ensemble de la conception du projet. Et qui a fait l'objet, alors vous savez, en France, on a beaucoup d'autorisations. On a notamment un permis de construire environnemental, l'autorisation environnementale, qui fait l'objet d'une enquête publique, et tout ça a été totalement transparent. C'est dans nos dossiers d'enquête publique et encore sur le site internet de la Société du Canal Seine-Nord Europe. Alors, c'est quoi les points importants de cette gestion de l'eau ? Donc déjà, souvent on nous dit, mais dans quel sens coule le canal ? Le canal, il n'a pas de sens parce que c'est une baignoire, il n'y a pas de courant dans un canal. D'accord ? Au contraire d'une rivière, il n'y a pas de courant. Ouais. D'accord ? Donc l'idée, ça va être de remplir cette baignoire et que cette baignoire soit la plus étanche possible. Comme ça, on consomme moins d'eau. Et donc, on va remplir le canal à partir de la rivière Aisne et Oise, qui a énormément de débit, hein, et à chaque écluse, on va remonter l'eau par des pompes au fur et à mesure, donc jusqu'au pont canal de la Somme, et même un petit peu au-dessus, parce qu'on va encore même au-dessus. Et donc, on va remplir ces baignoires, et comme elles sont très étanches, ça permet d'éviter de consommer de l'eau. Et donc, pour vérifier l'étanchéité, en termes techniques, on a fait des essais. On a fait des planches d'essai, c'est-à-dire qu'on a utilisé de la terre, on a remis les systèmes d'étanchéité qu'on teste pour veiller à ce qu'ils soient le plus étanches possible. Quand vous dites système d'étanchéité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infiltration du tout dans... Alors, dans ce monde, rien n'est étanche. Non. Ça n'existe pas. Je ne pense pas. D'accord, voilà. Mais on peut tout faire pour que les matériaux soient les moins perméables possibles. Donc, pour qu'ils soient le moins perméables possible, on a testé les limons qui sont en place, parce que l'idée, c'est toujours de réutiliser ce qui est en place. Ouais. Donc, on a testé les limons, on les traite. Alors, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Comme les Romains, on met de la chaux dedans. D'accord. Donc, c'est tout de suite plus dur. Ouais. Et ça fait comme un béton. Et au-dessus, on remet souvent une couche, soit de bitume, alors il y a différentes techniques, hein, soit de fil géotextile ou autre, pour doubler cette étanchéité. D'accord. Et ce qui fait que la consommation d'eau liée aux pertes est très faible. D'accord. Après, on perd de l'eau aussi par l'évaporation. Oui. Ça vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et on perd de l'eau par les sassements des écluses, donc quand on les vide. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on recycle l'eau aux écluses, là, on n'en perd pas. Ouais. On perd très peu par étanchéité et on perd par évaporation. Et donc, l'ensemble du schéma d'alimentation qui va... Et en effet, et la pluviométrie arrive, et c'est important par rapport au réchauffement climatique, parce que tout ça a été aussi testé pour sa résilience au réchauffement climatique. Ok, donc ces écluses, on en a parlé, avec des sas hyper grands, des bassins d'épargne, et puis donc vous ne rejetez aucune eau en aval qui créerait une vague, une montée, ou rien du tout. Alors, très bonne question. Alors, lorsqu'on vide les écluses, il peut y avoir des vagues, d'accord ? Oui, surtout à cette vitesse-là, si vous voulez aller très vite. Alors, donc, bien entendu, ça se fait de manière le plus limitée possible. Ça a été étudié, et c'est ce qu'on appelle les ondes d'intumescence, d'accord ? Voilà. Et il y a des bassins anti-intumescence à certains endroits du canal, donc notamment tout au nord, là où on se raccorde au réseau actuel, mais aussi, par exemple, à Noyon. Et en fait, c'est des bassins qui permettent de casser ces petites vagues, parce que les vagues, ça peut avoir, notamment à terme, ça peut abîmer les berges, en effet. Donc, et donc, c'est ça le but. Donc, on a des bassins anti-intumescence à la sortie des écluses pour amortir et éviter l'usure sur le temps. Très bien. Si on parlait un petit peu plus maintenant des travaux, les travaux dont on a qui vont donc à certains endroits, on va devoir creuser, à d'autres endroits, il va falloir mettre du remblai, remblayer. Comment ça se passe, où on en est, et puis comment vous avez quel moyen technologique vous avez pour je suppose qu'il y a des géomètres, il y a des moyens techniques qui vous permettent de savoir où vous en êtes et de faire avancer de connaître l'avancement du chantier. Alors, je vais peut-être vous étonner, pour commencer le chantier, on commence par planter des arbres. Voilà. Pour faire simple, c'est en effet, aujourd'hui, et c'est tant mieux,
quand on fait un grand projet comme ça, la préoccupation du respect de l'environnement et de la sécurité des compagnons, donc des personnes sur le chantier, c'est vraiment deux priorités constantes. D'accord. Donc, pour pouvoir commencer les travaux, on doit avoir une autorisation environnementale. Cette autorisation environnementale, elle veille à ce que tout maître d'ouvrage, donc ceux qui construisent, comme la Société du Canal Seine Europe, ont respecté une démarche qu'on appelle la démarche ERC. Éviter, réduire, compenser. Donc on doit concevoir le projet pour éviter les impacts environnementaux. On doit réaliser le projet en réduisant les impacts environnementaux. Et quand on n'a pas réussi à faire l'un et l'autre, on doit les compenser. Ce qui fait que ce que dit la réglementation, c'est qu'au final, et c'est contrôlé ensuite, l'ensemble global en termes de biodiversité, de faune, de flore, de zones humides, il doit être positif. D'accord. Donc si vous arrachez un arbre parce que le canal doit passer là, ou si vous coupez une fleur parce que le canal doit passer là, vous devez la replanter. Voilà, donc on doit le replanter ailleurs. Et en effet, alors non seulement on doit les replanter, mais on doit en replanter plus, puisqu'on doit assurer que la biodiversité se développe bien de manière efficace. Donc on a commencé dès 2017. Par exemple, près d'ici, à Bienville, on a replanté 4000 arbres dans une zone qui était pauvre environnementalement. L'idée, c'est bien d'y gagner. Et on voit aujourd'hui les résultats de ces mesures compensatoires. Et par exemple, dernièrement, on a eu une très bonne nouvelle, c'est la réapparition d'une espèce protégée, qui est un oiseau, le râle déjeuner, qui est réapparu dans nos mesures compensatoires alors qu'on ne l'avait plus vu depuis de longues dates. Et donc, on sait qu'il était potentiel dans le coin, mais il fallait recréer ces habitats, ce qu'on a fait à Chiry-Ourscan, par exemple, près de Compiègne, et donc il est réapparu. Donc voilà, donc vous posiez la question, comment on fait ? On commence d'abord par planter des arbres et compenser et faire et donc par exemple et avoir une autorisation environnementale pour faire tout ça. Évidemment. D'accord. Donc une fois qu'on a ce permis de construire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va préparer le terrain. On va faire des fouilles archéologiques, là où c'est intéressant. Donc, ils sont en train de les terminer. On va déboiser, parce qu'il faut bien faire la place. On va aussi décaper le terrain. Et toute la conception du projet a visé à pouvoir réutiliser, comme vous le disiez, la terre, autant que possible. Donc on y reviendra, parce que la terre, c'est en effet un sujet important d'optimisation du projet. D'accord. Donc j'y reviendrai. Je vais d'abord dire où on en est. Concrètement. Donc on a dit on a planté des arbres, on a l'autorisation environnementale. Alors, on a eu sur le premier secteur dans l'Oise, parce que c'est un projet un petit peu différent dans l'Oise, c'est un projet d'élargissement de l'Oise en fait qui était à cet endroit-là. Et donc là on a réalisé les premiers ponts qui ont été inaugurés en début d'année 2025, qui permettent de faciliter les circulations de chantier. Et on est en train de réaliser la première écluse. Et pour ce faire, comme l'ont fait d'ailleurs nos prédécesseurs sur le canal du Nord, on a déplacé la rivière Oise sur quelques kilomètres dans des conditions par contre extrêmement strictes de respect de l'environnement, de la faune et de la flore, notamment que la faune de poissons ne soit pas perturbée par ce déplacement-là, toujours sous le contrôle des autorités. Donc dans l'Oise, les gros travaux ont commencé. D'accord. À partir de Noyon, au sud, c'est une autre autorisation environnementale, parce que là, c'est vraiment un vrai nouveau projet. Donc là, actuellement, on a beaucoup de travaux de fouilles archéologiques qui se terminent. Mais aussi, on a commencé à réaliser des quais travaux. C'est des quais sur les vieux canaux à côté pour que le chantier puisse être approvisionné en sable, en matériaux de construction par la voie d'eau. D'accord. On a aussi déplacé des réseaux qui étaient au milieu du canal, d'accord ? Des réseaux de gaz, donc il y a un gros chantier de gazoduc dans la Somme qui se termine. On a déplacé 3 gazoducs sur 3 kilomètres, d'accord ? Donc qui se termine, ça, on l'a fait l'année dernière. Et on a aussi déplacé une autoroute, l'autoroute A2, entre Paris et Bruxelles, pour pouvoir commencer à faire son viaduc, puisqu'on passera en dessous. D'accord. Donc ça permet de perturber le moins possible la réalisation de l'autoroute. On ne se rend pas compte, mais c'est quand on prend l'autoroute A2, on ne se rend pas compte qu'on passe à un endroit où il y a une petite déviation. Oui, en effet, Paris-Bruxelles, pour les technos entre la France et la Belgique, ça doit être souvent repris. Donc oui, à un endroit dans le Pas-de-Calais, là, on
a une petite déviation. Donc voilà, on a planté des arbres, on a les autorisations environnementales. Alors, j'y en plante des arbres, c'est pour simplifier, parce on fait aussi des prairies humides, on recrée des zones humides, on recreuse tout ça. On a déjà fait, rien que dans l'Oise, près de 200 hectares de mesures compensatoires, d'accord, là-dessus. Donc on déplace les réseaux, on fait des fouilles archéologiques, et à partir de là, on peut commencer les grands travaux. Et donc les grands travaux, au nord de Noyon, ça commencera l'année prochaine. D'accord. Et donc, donc là, on creuse. Alors, comment on fait ? J'imagine que c'est des grosses pelles, des gros moyens. Absolument. Donc, la conception du projet, on en parlait tout à l'heure. On l'a pas dit, mais la largeur du canal, la profondeur, voilà. Ah oui, en effet. Quelle est la largeur de cette autoroute ? C'est 56 mètres, d'accord ? 56 mètres de large et 4,50 mètres de profondeur. D'accord. Alors, il y a un autre paramètre aussi important, c'est la hauteur des ponts. Puisqu'il y a certains bateaux, alors il y a des bateaux qui emportent du sable, des céréales, de l'engrais, c'est lourd, donc ça s'enfonce, donc ça passe sous tous les ponts, il n'y a pas de problème. Par contre, on peut aussi utiliser des containers avec des transports légers, des peluches ou autres. Dans ce cas-là, ça ne s'enfonce pas. D'accord ? Et donc, il faut une hauteur sous les ponts. Alors, le canal, il est bâti pour l'avenir, on ne veut pas refaire la même erreur que le canal du Nord, donc les ponts permettent qu'on mette 3 hauteurs de containers. D'accord ? L'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Donc c'est ce qui existe déjà pour certains réseaux en Belgique ou en Hollande. Par contre, le reste du réseau, aujourd'hui, les ponts qui sont plus anciens, permettent juste 2 hauteurs de conteneurs. Mais 2 hauteurs de conteneurs, c'est déjà très compétitif. Alors certains disent que non, mais c'est très compétitif. Et bon, moi je suis originaire du Nord. Il y a un port qui le montre que c'est très compétitif, c'est le port de Saint-Saulve. Saint-Saulve, c'est une ville à côté de Valenciennes. Et c'est le port de Toyota, en fait. D'accord, à côté de l'usine Toyota. Et ce port, en moins de 10 ans, il en est à sa 3e extension, il est en plein boom, et lui, il ne permet que 2 hauteurs de conteneurs. Donc c'est compétitif. Alors c'est sûr que 3, c'est plus compétitif, puisqu'il y a un tiers de plus, mais 2, c'est déjà ultra compétitif. Donc voilà pour la dimension du canal, 56 mètres, 4,50 mètres 50 et 7,50 mètres 50 sous les ponts. Mais ce qui permettra en effet d'amplifier le succès pour la suite. Alors peut-être, on n'a pas parlé de la terre tout à l'heure. On n'a pas parlé de comment on creuse ou comment on remblait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la terre ? Alors déjà, pareil, nos prédécesseurs ont fait avec les moyens de l'époque, au 19e siècle et puis au 20e siècle. Eux, ils ont creusé. Il y a des endroits de manière très importante, à 35-40 mètres de profondeur. Nous aussi, on va faire des endroits comme ça. Et ils mettaient la terre à côté. Ils faisaient un tas de terre et on n'en parle plus. Et donc, dans le Nord, on en parle, c'est les talus du canal du Nord, qui se sont reboisés peu à peu, mais qui sont où les lapins et les lièvres pullulent, d'accord. Donc c'est des nuisibles pour les cultures. Donc c'était ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, comment on va faire ? Déjà, la terre, on va essayer de la réutiliser au maximum dans les ouvrages. Donc dans les remblais pour les ponts, ce qu'on appelle les ouvrages d'art, autour des écluses, et puis aussi des remblais du canal, parce qu'il y a des endroits où on passe des petits vallons, donc on va faire des remblais. Donc pour la réutiliser, il faut des qualités de terre particulières, on va utiliser de la chaux pour la durcir, et pour qu'elle soit solide, et donc tout ça est contrôlé par un organisme agréé, en termes d'ouvrage hydraulique, qui va vérifier l'obtention des bonnes performances des terres. Donc on réutilise d'abord, d'accord, voilà. Donc, on en réutilise globalement les 2 tiers. Mais il nous en reste un tiers. Alors, un volume énorme. Un volume énorme, donc à peu près 25 millions de mètres cubes. Donc, alors, oui, ça peut paraître énorme. Nos prédécesseurs, encore au Canal du Nord, on ne fait pas. Mais eux, comme ils faisaient, on l'a dit, ils faisaient des dépôts, puis voilà, ils laissaient tomber. Nous, on a travaillé avec la profession agricole, et on a choisi les localisations, on allait mettre ces dépôts sur des terres qui sont peu productives. Donc, le plus près du chantier, comme ça économise les circulations, sur des terres peu productives. Et donc, sur ces endroits-là, on a fait un guide avec la profession agricole qui s'appelle le guide Technosolutions, qui va permettre, sur ces dépôts, de remettre de la terre pour que ça redevienne un champ. Et donc, parfois, ce sera une petite colline. Parfois aussi, on a remblayé ce qu'on appelle des talwegs, des petits vallons secs, pour refaire de la culture. Et donc, quelques années après, on n'y verra plus rien. Ce sera un champ comme les autres. D'accord. Et donc, voilà. Donc, c'est une vraie économie circulaire. La terre qu'on extrait, on la réutilise ou on en fait des champs.
D'accord. Et donc là, on discutait là des suivis d'avancement de chantier. Vous avez des moyens techniques là qui vous permettent de dire, là, on est 1 mètre au-dessus et il faut encore qu'on creuse 1 mètre. C'est comment ça se passe? Alors, je suppose qu'il y a de la géométrie là dans tout ça. Exactement, il y a des géomètres et surtout il y a l'irruption de la géolocalisation aussi dans ce métier des terrasses. Et en effet, c'est le terme qu'on dit, c'est le chantier connecté. Et il est connecté à plusieurs titres. Déjà, maintenant, les entreprises, alors sur le chantier, on a toutes les tailles d'entreprises. Ça a été une volonté du conseil de surveillance qu'on puisse avoir des grandes ou des petites. D'accord. Donc les grandes, on les connaît en France, les petites aussi, et les moyennes. Et donc on voit maintenant toutes les entreprises de terrassement ont leurs pelleteuses, leurs tombereaux qui sont géolocalisés. D'accord. Donc ça permet de savoir ce qu'on fait. Certains modèles les plus évolués de pelleteuses sont reliés à ce qu'on appelle le BIM. Le BIM, c'est le Building Information Model. C'est un modèle numérique du canal, donc qui a été conçu, donc géolocalisé, ce qui permet en temps réel au pelleur de savoir où il en est par rapport à l'objectif qu'il doit atteindre en termes de réalisation. S'il doit creuser encore 1 mètre ou 2, ou s'il a trop creusé. Voilà. Donc ça, c'est les entreprises qui ont l'ensemble de ces données. Et nous, on a développé avec une start-up qui s'appelle Altarod, un outil qui s'appelle TerraCanal, qui va permettre de suivre les mouvements de terre. Je le disais tout à l'heure, c'est important de connaître la qualité des terres qu'on utilise et les terres qu'on utilise en remblai et les terres qu'on va utiliser dans des dépôts où on va refaire les champs, comme on le disait tout à l'heure. Donc cet outil, il permet tous les soirs de remonter tous les mouvements de terre qui ont été réalisés. Donc ça, c'est l'outil de base. Et en plus, la réglementation a évolué. C'est l'outil de base qui permet aussi de répondre à la réglementation française, qui est un terme qu'on a entendu parler maintenant depuis 20 ans, de la traçabilité des mouvements de terre. Mais on teste aussi quelque chose de plus innovant, qui est l'utilisation du satellite. D'accord. Dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec Airbus et une autre start-up qui s'appelle Dizetech, on a développé, grâce à l'intelligence artificielle, une analyse des images satellites qui nous permet, depuis le satellite, de voir l'avancement du chantier et de mesurer la hauteur des remblais qui sont réalisés, donc un pourcentage d'avancement de chaque ouvrage. Donc ça, c'est encore en test. Donc quand on dit c'est l'intelligence artificielle, parce qu'il faut qu'on apprenne l'outil à identifier lorsque c'est bien le chantier qui s'élève et que ce n'est pas un champ qui pousse. Parce que le remblai, ça fait le blé, ça peut faire ça fait une hauteur, 50 cm. Mais c'est pas le chantier, d'accord. Donc il faut croiser les modèles. Donc c'est en test. Alors c'est un outil de suivi qui n'est pas en temps réel parce que c'est de l'imagerie optique. Donc il faut qu'il n'y ait pas de nuages. Bon, dans notre région, vous le savez, les Hauts-de-France, il n'y en a jamais. Il n'y a jamais. Il fait toujours très beau. Mais on arrive à avoir des images régulières. Et par exemple, on vient de recevoir les toutes dernières ce matin. Donc on va les analyser pour mesurer la hauteur des ouvrages d'art, vérifier qu'ils ont été finis. Bon, ils ont été réceptionnés sur le terrain, mais c'est intéressant d'étalonner le modèle pour la suite du chantier. D'accord. Ok, ouais, c'est passionnant tout ça. Combien il y a de personnes qui travaillent alors, en effet, il faut mettre de l'humain dans tout ça, parce que ça, c'est l'essentiel. De l'humain d'ingénieurs, de techniciens, et dans les travaux publics, vous savez, les personnes qui restent sur le chantier, on les appelle les compagnons. D'accord. Donc aujourd'hui, on est près de 800 personnes à travailler sur le projet, dans les fouilles archéologiques, dans les sociétés d'ingénierie, à la Société du Canal. La Société du Canal, donc, qui est basée à Compiègne et à Lille, il y a une centaine de personnes qui travaillent là-dessus. Dans les services de l'État, qui contrôlent la régularité des autorisations, qu'on respecte bien tout ça. Donc ça fait 800 personnes qui travaillent, mais au pic du chantier, on sera 8000, d'accord. Donc on estime à 6000 en moyenne, en fait, sur l'ensemble du chantier, pour une ouverture en 2032. Alors je disais, il faut mettre de l'humain. Alors l'humain, outre les compétences des personnes du canal, de nos sociétés d'ingénierie et des compagnons, l'humain, c'est la sécurité des personnes. Et ça, la Société du Canal, on a fait vraiment la première priorité. Donc c'est l'affaire de tous et de tous les instants, c'est un peu le leitmotiv. Et un exemple très concret, vous savez, le conseil de surveillance, qui est donc l'instance décisionnelle politique d'orientation du projet, où réunissent les présidents de collectivités, les préfets et l'Europe. Chaque conseil d'agence commence par un flash sécurité pour rappeler à tous que c'est vraiment la première priorité. Donc là aussi, la sécurité des compagnons, c'est un domaine d'innovation technique et organisationnelle.
Donc, on a un partenaire, alors pas facile à dire, qui est l'OPP-BTP, l'Office professionnel de prévention des bâtiments et des travaux publics. Ce partenaire, c'est un partenaire clé, c'est l'expert du domaine de la prévention dans le domaine des bâtiments et travaux publics, avec qui on a fait un partenariat pour à la fois tester des outils organisationnels et des outils techniques. Alors, en outils organisationnels, l'OPP-BTP nous a dit, pour que la sécurité marche, il faut que ça vienne du haut, c'est-à-dire du maître d'ouvrage, celui qui décide de construire. Donc c'est nous. Et ça vient après des entreprises. Et concrètement, on a développé, alors ça ne peut pas paraître innovant, mais ça l'est, ce qu'on appelle le passeport prévention canal. Le PPC, le passeport prévention canal, c'est dans le mois d'arrivée sur le chantier de tout compagnon, intérimaire ou autre, il faut qu'il ait passé 2 heures de sensibilisation au risque du chantier pour comprendre qu'on ne peut pas être sur un chantier de travaux publics comme on est dans son salon ou dans son jardin. Il y a des circulations, il y a un environnement changeant. Alors si ça a été un challenge, je pense, atteint dans le métier de l'industrie. Dans le métier de l'industrie, l'environnement change moins. Un chantier, ça change tous les jours. Les cheminements changent tous les jours. Donc c'est bien sensibiliser les personnes à ce comportement. Innovation technique. C'était il y a 10 jours, une première mondiale sur le chantier à Montbac, c'est presque un scoop pour les technos. On a testé une pelle connectée avec l'OPP-BTP et avec le constructeur qui s'appelle Devlon. Et donc c'est un dispositif anti-collision. Parce qu'en effet, le retour d'expérience montre qu'en France, hélas, il y a encore des morts sur les chantiers des travaux publics en raison de heurts entre un engin et un piéton. Vous savez, que ce soit de la responsabilité du conducteur d'engin qui n'a pas vu la personne ou vice-versa, ça crée des accidents. Et grâce à des radars mis sur la pelleteuse et l'intelligence artificielle qui fait la différence entre un piéton ou un engin ou autre, la pelleteuse s'arrête automatiquement dès que quelqu'un arrive dans le périmètre qui n'est pas prévu. Dans le champ du bras de la pelle. Voilà. Donc voilà, la sécurité des compagnons, ça doit être la préoccupation et la priorité de tous et de tous les instants, que ce soit par des moyens organisationnels ou techniques. Non, mais il y a un certain nombre de risques. On parlait d'ouvrages très hauts, il y a des moyens de levage, il y a de quoi vraiment avoir des potentiels soucis. Donc il vaut mieux, comme vous le disiez, que ça soit très, très cadré. Merci beaucoup en tous les cas pour cet entretien. C'est un petit peu hors champ pour les technos, mais c'est très bien aussi de voir que on peut avoir de la technologie dans plein de projets qui sont autour de nous. Et puis ce grand projet qui vise à connecter toute l'Europe par des autoroutes fluviales, c'est passionnant. Et puis voilà, on verra ça dans 8 ans. En effet, en 2032, on est tous mobilisés sur cette échéance, que ce soit les entreprises, les sociétés d'ingénierie et la Société du Canal, bien sûr. Et tout ça se fait aussi en lien avec les riverains, avec qui on parle beaucoup. Et l'objectif, quand même, c'est qu'à la fin, les habitants de Hauts-de-France soient fiers de ce qui aura été réalisé en termes techniques, environnementaux, comme l'ont fait nos prédécesseurs dans cette région. Merci beaucoup, et puis longue vie à ce chantier. Merci Aurélien, et longue vie aux technos aussi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Technos. N'hésitez pas à nous communiquer vos commentaires. Notre prochain rendez-vous, ce sera avec une grosse partie de l'équipe, le second mardi du mois prochain. En attendant, abonnez-vous à notre infolettre. On y partage notre veille technologique hebdomadaire et quelques infos sur nos épisodes. Vous trouverez aussi tous les liens utiles sur notre site lestechnos.be. À très bientôt.